L'évolution de la conscience, c'est pas juste ouais, je suis dans un état de béatitude où je ne fais qu'un avec tout. C'est pas ça l'évolution de la conscience à mon sens. Ça, c'est une expérience de la conscience qu'on appelle cosmo-conscience. Salut les voyageurs. Est-ce que si je vous dis champ morphogénique, plan akashique, Erwin Laszlo, Rupert Sheldrake, est-ce que ça vous dit quelque chose? Normalement ouais, et c'est ça dont on va parler, mais aussi surtout le lien qu'on peut faire avec l'actualité au niveau des différentes crises que subit l'humanité et comment ça s'inscrit dans ces différentes théories et de façon plus globale par rapport à la conscience. Déjà bon, vous savez moi j'aime bien Erwin Laszlo. Donc c'est un philosophe des sciences, c'est un théoricien du tout, un théoricien des systèmes. Donc il est un peu décrié par la communauté scientifique classique, forcément, parce que ses idées peuvent déranger à propos de la conscience, à propos de son ouverture par rapport à ça. Il a fondé le club de Budapest en Hongrie, qui est le pendant spirituel, méditatif, artistique du club de Rome, qui lui s'occupe plutôt des sciences, de l'économie, des finances. Mais il y a quand même une jonction qu'on peut faire entre ces deux différents domaines. Cette jonction, je peux essayer de la faire, en tout cas vous verrez dans la vidéo. Le truc qui est intéressant avec le travail d'Erwin Laszlo, c'est bien entendu celui du champ akashique, qui est très proche en fait du champ morphogénique. Déjà on va parler, c'est quoi le champ morphogénique? Alors ça a l'air d'être un truc barbare, donc forcément on va parler du docteur Rupert Sheldrake et du champ morphogénique. Donc déjà un petit mot sur Rupert Sheldrake, pour que vous voyez un petit peu le type de bonhomme que c'est. Bon, c'est un scientifique et c'est un pur produit de Cambridge. Ok, donc vraiment normalement sa voie a été toute tracée, il fait ses petites recherches, il reste dans les petits clous, etc. dans le parc de la pensée scientifique et ça se passe bien pour lui. Le truc c'est que en étudiant les plantes, notamment il était assez pote avec Terence McKenna et il s'est intéressé au champ morphogénique. Voilà, comment il existerait une sorte je dirais pas de dimension, mais oui on pourrait dire ça, une dimension d'information qui vient informer en fait le vivant. Et donc il a développé toute une théorie par rapport à ça et c'est hyper intéressant parce que vous le verrez, ça vient compléter un petit peu la théorie de Darwin quant à l'évolution des espèces. Et ça c'est plutôt novateur quoi. Mais à part ça, ce qui est marrant avec Rupert Sheldrake, c'est que ces théories et plus ceux d'Erwin Laszlo viennent aussi compléter un petit peu les expériences qu'on peut vivre en sortie hors du corps ou dans d'autres états mystiques, dans les rêves lucides, dans les rêves, etc. Bref, tout ce qui concerne la conscience multimodale, les différents types de conscience qui existent. Donc le champ morphogénique, pour donner une définition, c'est une sorte de champ, voilà, globalement c'est un champ avec à l'intérieur des répertoires d'informations qui vont venir continuellement informer l'existence avec imaginons plusieurs dossiers qui vont concerner un animal, une plante, etc. et dont celui-ci aura l'accès. Donc il y avait pas mal d'expériences pour essayer de voir si ça pouvait avoir une réalité vraiment. Donc ça a été fait avec les rats, je pense que vous connaissez cette expérience, on met un groupe de rats dans un espèce de labyrinthe et on les laisse trouver la sortie, voilà, et on repropose en fait le même labyrinthe à un autre groupe, et ainsi de suite. Et on voit en fait une évolution, notamment une évolution dans la rapidité pour trouver la sortie, comme si les différents groupes de rats s'étaient donné l'information de la sortie. Voilà. Donc c'est une espèce d'adaptabilité, une adaptation qui s'est faite, où d'après la théorie des champs morphogéniques, les rats ont accès à un répertoire de données invisible, qui est stocké on ne sait pas où, de façon non locale, on ne sait pas. Et dans ce répertoire-là, eh bien, il y avait l'information de comment sortir du labyrinthe. Je vous ai donné la raison de pourquoi c'était hyper décrié dans le monde scientifique. On en est arrivé même à ce que John Maddox, un autre scientifique qui est rédacteur en chef de Nature, un magazine, une revue scientifique, avait traité de Rupert Sheldrake d'hérétique. On utilise le vocabulaire religieux en science pour traiter une personne qui n'a pas les mêmes pensées que la moyenne des gens, en fait. C'est un peu ridicule, je trouve. D'autant plus que, je suis désolé, on touche à des choses qui sont de l'ordre de la conscience, et donc forcément on n'a pas d'explication, donc les théories sont bienvenues par rapport à ça. Pourquoi on devrait rester sur le cerveau est un producteur de conscience? C'est ridicule, juste ridicule. Cette théorie, elle sous-entend que tout est interconnecté,
mais que si on fait partie d'un règne ou d'une espèce, on va avoir accès qu'à une base de données qui va nous permettre de survivre et de nous adapter. Et ça vient compléter un petit peu la théorie de l'évolution de Darwin, parce que Darwin, dans sa théorie en fait, il nous dit tout simplement que la nature, elle provoque des changements suivant des crises, et que ce qui arrive à s'adapter dans la nature arrive à survivre forcément, et à se complexifier, et que tout ça provoqué par une sorte de hasard. Donc c'est une théorie un petit peu une théorie troll par rapport au créationnisme, mais même le créationnisme c'est pas forcément quelque chose de très pertinent quoi, parce que on s'arrête en fait à Dieu, il a créé les humains, il l'a séparé du règne animal, il est parfait, il est super, il est au centre de tout, et puis en fait il y a la main de Dieu qui a tout fait en fait, il a tout fait comme ça. Donc ça aussi c'est peut-être un petit peu simpliste, mais il y a un entre-deux, une théorie qui n'a rien à voir avec ces deux-là, ou plutôt qui va venir compléter celle de Darwin quoi. Donc c'est le champ morphogénique, parce qu'on peut imaginer du coup qu'en effet il y a une adaptation, en effet il y a des évolutions, mais elles sont consignées telles des informations, et ces informations-là, elles informent à chaque fois les nouvelles générations. Par exemple, je dis n'importe quoi, une espèce de crapaud. Un crapaud qui n'est pas forcément fait pour la vie dans le désert. Voilà. Et il était dans un milieu où il y avait de l'eau, où c'était humide. Et à cause d'une crise écologique, il n'y a plus d'eau, ça devient de plus en plus aride. Qu'est-ce qu'il va faire en fait le crapaud en fait? Il va faire quoi? Il va s'adapter. Donc tout de suite, le champ morphogénique, il y aura une espèce de résonance qui va se faire, et il va essayer de choper soit de l'information dans des répertoires très proches du crapaud, pour voir s'il n'y a pas une autre espèce qui a déjà eu ce genre de changement sur le globe, dans le globe ou dans l'univers. Il va prendre l'information et il va voir si ça peut s'adapter à sa situation. Par exemple, il va créer en fait tout un système où il sera de plus en plus tolérant par rapport à un environnement sec ou à un désert carrément. Donc il y a ça. Et s'il n'arrive pas à s'adapter, il va tout simplement disparaître. Sheldrake imagine ça comme ça, et Erwin Laszlo le reprend et le développe de plus en plus, avec le champ akashique. Donc là c'est une super chose, parce que est-ce que nous en tant qu'humains, quand on fait des expériences de sortir du corps, on arrive à accéder à ces champs morphogéniques? Moi je pense que c'est possible. J'ai pas forcément eu des exemples pour le règne animal, mais j'ai eu des exemples pour mes mémoires personnelles. C'est-à-dire qu'en sortir du corps, il est vraiment possible de visiter une mémoire très ancienne, voire plus ancienne que votre vie actuelle, si vous voyez ce que je veux dire. Au-delà du fait que c'est peut-être un simulacre, que c'est peut-être quelque chose dont le phénomène, la nature est complètement autre, que peut-être mon interprétation n'est pas bonne, etc. N'empêche que ça donne ce sentiment quand on vit l'expérience. Donc prudemment, je peux avancer qu'on peut visiter ce genre de mémoire. Et d'autres expérienceurs l'ont fait. Donc, il est tout à fait possible, je pense, que lorsque vous faites une sortie hors du corps, vous puissiez visiter une mémoire très ancienne, voire préhistorique, ou d'un autre temps, et c'est ça qu'on va appeler des voyages dans le temps, tout simplement, alors que peut-être qu'on accède simplement à des archives qui sont consignées, en fait, dans un espèce de champ qui est généré par je ne sais quoi, et qui prend en compte toutes les informations génétiques, les informations de tout le vivant, quoi. Là encore, il y a un petit parallèle à faire avec ce qu'on appelle la matière éthérique. Parce que comme vous le savez, je pense, je suis le tenant en fait de cette hypothèse, parce que c'est pas une théorie, mais cette hypothèse, de cette idée qui veut que la matière éthérique, telle que les ésotéristes l'appellent ou les spiritualistes, la matière éthérique, ce serait en fait la même matière que celle qui fait le champ akashique et le champ morphogénique. C'est une espèce de matière qui est continuellement informée. Ça expliquerait énormément de choses. Pourquoi cette matière éthérique, on peut justement lui donner de l'information pour qu'elle provoque en fait un effet, pour provoquer un effet, une action. Donc, et aussi, ça pourrait expliquer que la matière éthérique, en tout cas pour le cosmos physique, après je sais pas, mais en tout cas pour le cosmos physique, ce serait cette espèce d'arrière-plan en fait, qui sous-tend la réalité physique, et qui vient comme un socle avec plein d'informations, qui permet ensuite à ces graines de monde de pouvoir se développer pour créer des arbres. Là du coup on va aller un cran plus loin avec Erwin Laszlo, parce que du coup grâce à ça, grâce à ce socle-là, le champ morphogénique, le champ akashique, il va pouvoir apporter des réponses éventuelles à deux grands mystères que sont l'évolution de la conscience et le pourquoi on est ici,
et comment en fait on fonctionne au niveau de la nature et de l'environnement. Donc ça c'est hyper important. Il voit du coup deux systèmes. Système d'évolution de la conscience, système d'évolution naturelle. Le système d'évolution de la conscience, c'est tout ce qui fait qu'un système complexe comme l'être humain ou d'autres formes de vie sapientes et sentientes, c'est-à-dire qui sont capables de raisonner et capables d'avoir une sensibilité et des émotions, peuvent suivre un certain chemin pour avoir plus de sensibilité, plus d'empathie, plus d'intelligence, plus de discernement, plus de lucidité. Donc ça, c'est l'évolution de la conscience. L'évolution de la conscience, c'est pas juste ouais, je suis dans un état de béatitude où je ne fais qu'un avec tout. C'est pas ça l'évolution de la conscience à mon sens. Ça, c'est une expérience de la conscience qu'on appelle cosmo-conscience. Donc une expérience extrême, forte, qui peut nous faire prendre conscience de beaucoup de choses, c'est vrai, et qui apporte beaucoup de bien. Mais l'évolution de la conscience prend aussi en compte ces éléments un petit peu du mental, ou du mental supérieur. Discernement, intelligence, lucidité, mémoire, sensibilité, amour. Ça, c'est l'évolution de la conscience qu'on doit suivre au niveau micro et macro, c'est-à-dire en tant qu'individu, mais aussi en tant que civilisation. Parce que tout ça, ça va justement venir informer un autre système, le système de nos sociétés, sinon ça sert à rien. De l'autre côté, du coup, on a le système naturel. Le système naturel, chez Ervin Laszlo, il y a deux parties. Il y a les systèmes intrinsèques et les systèmes extrinsèques. Attention, je vais expliquer, il n'y a pas de souci. Donc le système intrinsèque, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'équilibre intérieur. Par exemple, si on prend vous, par exemple, votre système intrinsèque, ça va être vos émotions, votre santé mentale, tout ce qui fait que vous êtes cohérent aussi au niveau biologique, votre santé en fait au final. Tout ce qui fait que vous pouvez fonctionner. Quant au système extrinsèque, c'est plutôt comment en fait un système peut établir un équilibre avec d'autres systèmes. Par exemple, un animal. Il a un équilibre intrinsèque qui est qu'il a besoin de se nourrir, il doit être en bonne santé, etc. Donc disons qu'il est plutôt équilibré. Mais pourquoi il est équilibré? Parce que son système extrinsèque est aussi équilibré. Dans le sens où l'animal est dans son environnement et son environnement il est apte en fait pour sa survie. Il y a de quoi se nourrir, en gros, de quoi se cacher, de quoi se reproduire. Et donc le tout crée un espèce d'équilibre. Et cet équilibre-là, on l'appelle la supercohérence. Donc ça, c'est un mot qui est pas hyper utilisé, mais j'ai vu ça chez Ervin Laszlo. Et la supercohérence, c'est quand il y a un équilibre entre ces deux choses, système intrinsèque et extrinsèque. Et ça fait que du coup, on peut évoluer, s'adapter et continuer à vivre. Le truc avec les humains, c'est que il a un système extrinsèque qui est défaillant. C'est-à-dire qu'on a tellement modifié la nature et qu'on n'est tellement pas apte à la survie en réalité qu'on est obligé d'utiliser un adjuvant pour pouvoir continuer en fait à survivre, pour continuer à se développer, et cet adjuvant c'est la technologie. C'est-à-dire que on utilise la technologie pour garantir cette super cohérence. Mais le problème c'est que c'est pas hyper fiable non plus, parce qu'à un moment ça a ses limites en fait, la nature et l'environnement. À un moment on pourra plus survivre, on va disparaître. Donc toute l'idée d'Ervin Laszlo et toute l'idée de la conscience planétaire, c'est d'essayer d'apporter plus de conscience à ces systèmes-là pour pouvoir trouver un équilibre ou plutôt une super cohérence qui soit nouvelle et plus durable dans le temps. Et ça en fait, au niveau mondial, on le voit, on est dans une espèce d'équilibre comme ça au niveau mondial qui est un peu vacillant mais qui s'est construit à partir de la Seconde Guerre mondiale. Donc avec des organisations internationales, etc. Donc l'ONU, le FMI, l'OMS, tout et tout. Il y a beaucoup qui critiquent ça, vous savez, mais souvent ceux qui critiquent n'ont pas forcément un point de vue global sur le fonctionnement. Ils savent même peut-être pas à quoi ça sert. Mais des critiques peuvent être envoyées en fait à ces organismes parce qu'ils ne sont pas forcément efficaces, qu'il y a des compromissions, que on essaye au nom de la souveraineté des États qu'il faut respecter en effet. On peut pas faire ce qu'on veut en fait en tant que groupe de personnes qui veulent le bien de l'humanité. On peut pas faire ce qu'on veut quoi. Et ça aussi c'est normal parce que en fait tant qu'on n'a pas un système d'évolution de la conscience qui soit suffisamment avancé, ça va être un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à informer sur la conscience, sur ces expériences-là et sur le fait qu'il y a moyen de se changer et de changer l'humanité petit à petit quoi.
Donc le truc avec ça, c'est qu'on a traversé plein de crises. Bon, avec la crise de la pandémie, on a eu la crise économique, et tout ça en fait, c'est pas des fins de civilisation ou de la collapsologie à deux balles, mais ce serait plutôt des crises qui nous poussent en fait à nous adapter. C'est-à-dire que, en effet, on a deux choix, soit notre civilisation va s'éteindre, dans le sens où notre mode de fonctionnement actuel, que notre système intrinsèque, il va s'effondrer parce qu'il n'arrive pas à s'adapter aux autres systèmes naturels qui existent, et on va en créer un autre. On va pas forcément disparaître du jour au lendemain, sauf si on se balance des bombes nucléaires dans la gueule. Et ça, c'est normalement pas au plan, c'est pas dans le plan. Le truc, c'est que actuellement, vous avez pu le remarquer avec le coup d'État au Niger, il y a depuis, je dirais, une dizaine d'années, un espèce de changement qui s'opère. C'est-à-dire qu'on est en train de rebattre les cartes des pouvoirs, et du coup, il y a un équilibre, un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place. Et ça fait le jeu de pays émergents comme la Chine ou comme la Russie, et du coup, il faut faire attention à ça dans le sens où il faut pas s'opposer en fait à ce mouvement-là. Bien sûr, il faut garder en tant qu'État, faut veiller en fait à ses intérêts, mais surtout aux intérêts des citoyens, quoi. Ok, donc le truc avec ça, c'est que au niveau économique, en tout cas, ça existe depuis pas mal de temps. Ça fait, je crois, une dizaine d'années quand même que les flux financiers, par exemple, entre les pays du Nord, entre eux, baissent. Que entre les pays du Sud, ça augmente de dingue, c'est exponentiel. Et entre les pays du Nord et du Sud, c'est-à-dire les pays du Sud, les pays émergents, entre sous-entendus, exportent en fait énormément de marchandises aux pays du Nord, occidental. Et donc en gros, les pays émergents prennent de plus en plus de poids. C'est pour ça que les pays qu'on appelle les BRICS, ils acquièrent en fait un pouvoir économique qu'ils n'avaient pas forcément avant. Et ça se ressent un petit peu au niveau du FMI, qui est remise en question parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter en fait à la situation. C'est pour ça que du coup, vous avez différentes organisations régionales, qui sont groupées autour d'une idéologie commune ou d'une géographie en fait proche. Ce nouvel équilibre fera que les pays émergents vont s'organiser de plus en plus entre eux, parce que voilà, pourquoi en fait dépendre de l'Occident à ce moment-là. Donc il va y avoir des coopérations, ça existe déjà au niveau des transports, au niveau de la santé, au niveau de l'unité régionale, au niveau politique. C'est normal. Tout ça pour dire, mes amis, que ces pays émergents vont s'organiser au niveau de la santé aussi, des transports, au niveau économique et au niveau de l'unité régionale. Et qu'il faudra à un moment traiter avec eux d'égal à égal. Voilà, dans une collaboration. Et c'est pour ça que le travail de gens comme Rupert Sheldrake, Erwin Laszlo sont importants, parce qu'ils peuvent permettre de faire la jonction entre la conscience et toutes ces choses en fait qui sont de l'ordre du temporel, quoi. C'est-à-dire la politique, l'économie. Je vais finir sur ça, mais avant tout, je voulais vous remercier du coup pour toutes les réservations que vous avez faites pour les ateliers sortis hors du corps. Merci encore, ça fait vraiment plaisir, j'ai hâte de vous rencontrer. C'était le voyageur de la conscience Borvo, à bientôt.